Vous êtes un garde prétorien posté devant les appartements privés de Lucia, sœur de l'empereur Commode, dans le palais du Palatin. Il est minuit passé. Vous entendez des pas lourds dans le couloir de marbre. Vous reconnaissez cette démarche. C'est l'empereur. Il vient encore ce soir. C'est la 23e nuit consécutive. Vous savez ce qui se passe derrière cette porte. Tout le monde dans le palais le sait. Mais personne ne peut rien dire. Parce que l'homme qui franchit cette porte chaque nuit n'est pas seulement l'empereur de Rome. C'est un gladiateur qui a tué des centaines d'hommes dans l'arène pour le plaisir. C'est un fils qui a détruit l'héritage de son père philosophe. Et c'est un frère qui utilise le corps de sa propre sœur comme un terrain de vengeance. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur ce qui s'est passé entre Commode et Lucia pendant ces 40 nuits de l'an 192 après Jésus-Christ. Ce n'était pas une relation incestueuse née de la passion ou de la folie. Ce n'était pas un désir interdit qui a échappé à tout contrôle. C'était quelque chose de bien plus calculé, de bien plus froid, de bien plus révélateur sur la façon dont le pouvoir absolu détruit non seulement les victimes, mais aussi ceux qui l'exercent. Ceci n'est pas une histoire sur l'inceste. C'est une histoire sur la domination systématique. Sur un homme qui a utilisé le viol répété de sa propre sœur comme une arme politique. Sur une femme qui avait été impératrice de Rome et qui a été réduite à un objet, nuit après nuit, pendant 40 jours consécutifs. La vraie question n'est pas pourquoi Commode a fait cela. C'est comment Lucia a survécu. Et pourquoi, à la fin, elle a choisi de ne pas survivre du tout. Si comprendre comment le pouvoir détruit l'humanité à son niveau le plus intime vous importe, restez jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour exposer les mécanismes de domination que l'histoire préfère cacher derrière des euphémismes et des silences. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé pendant ces 40 nuits dans le palais du Palatin. L'histoire commence bien avant la première nuit. Elle commence en 182 après Jésus-Christ, 10 ans plus tôt, quand Lucia a tenté d'assassiner son frère. À cette époque, Lucia avait 34 ans. Elle avait été l'épouse de Lucius Verus, co-empereur avec leur père Marc Aurèle. Quand Verus est mort en 169, elle était devenue la femme la plus puissante de Rome. Imperatrice douairière. Sœur aînée de l'héritier. Consigliere de Marc Aurele. Elle avait du pouvoir, de l'influence, du respect. Puis Marc Aurèle est mort en 180. Et Commode, son fils de 19 ans, est devenu empereur. Tout a changé. Commode n'était pas son père. Marc Aurèle était un philosophe stoïcien qui croyait au devoir, à la raison, à la vertu. Commode croyait au pouvoir, au plaisir, à la gloire personnelle. Il se voyait comme Hercule réincarné. Il combattait dans l'arène comme un gladiateur. Il renommait Rome, Colonia Commodiana. Il détruisait tout ce que son père avait construit. Lucia le voyait. Elle voyait l'empire s'effondrer sous la vanité de son frère. Elle voyait le Sénat humilié, les conseillers ignorés, les ressources gaspillées. Et elle ne pouvait rien faire. Parce qu'elle n'était qu'une femme. Une sœur. Sans pouvoir officiel. Alors elle a planifié un coup d'État. En 182, elle a recruté plusieurs sénateurs mécontents, dont son amant Quincianus. Le plan était simple. Quincianus attendrait Commode à l'entrée du Colisée, cacherait un poignard sous sa toge, et le poignarderait quand l'empereur passerait. Mais Quincianus a paniqué. Au moment crucial, au lieu de frapper immédiatement, il a brandi le poignard et a crié « Ceci est le cadeau du Sénat ». Ce moment d'hésitation a tout détruit. Les gardes ont eu le temps de réagir. Ils ont maîtrisé Quincianus. Commode a survécu. Et l'enquête a commencé. Sous la torture, les conspirateurs ont tout avoué. Chaque nom, chaque détail, y compris le rôle de Lucia. Commode aurait pu la tuer immédiatement. C'était le châtiment standard pour la trahison. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait quelque chose de plus cruel. Il l'a exilée sur l'île de Capri. Isolée. Dépouillée de son titre. Surveillée jour et nuit. Gardée en vie, mais détruite socialement. Elle y est restée 10 ans. 10 ans à regarder la mer. 10 ans à se souvenir de ce qu'elle avait été. 10 ans à savoir que son frère la gardait vivante non par pitié, mais par calcul. Parce que la tuer aurait fait d'elle une martyre. L'exilé faisait d'elle une leçon. Voici ce que personne ne vous dit sur l'exil romain. Ce n'était pas une peine de prison moderne. C'était un effacement social. Lucia existait toujours physiquement, mais elle avait cessé d'exister politiquement, socialement, même familialement. Ses amis ne pouvaient pas lui écrire. Sa fille ne pouvait pas lui rendre visite. Son nom ne pouvait pas être prononcé à la cour. Elle est devenue un fantôme vivant. Pendant 10 ans, Commode a régné. Il est devenu de plus en plus paranoïaque, de plus en plus violent, de plus en plus convaincu que tout le monde complotait contre lui.
Il tuait des sénateurs sur des soupçons. Il exécutait des conseillers qui le contrariaient. Il combattait dans l'arène et forçait le Sénat à l'acclamer comme un dieu. Et chaque nuit, selon les sources historiques incluant Dion Cassius et Hérodien, il pensait à Lucia, à la sœur qui avait osé le trahir, à la femme qui avait essayé de le tuer. L'obsession grandissait. En janvier 192, 10 ans après le coup d'État raté, Commode a fait quelque chose d'inattendu. Il a rappelé Lucia à Rome. L'ordre est arrivé à Capri sans explication. Lucia, maintenant âgée de 44 ans, a été escortée sur un navire et ramenée au palais du Palatin. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas si c'était un pardon ou une exécution différée. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Quand elle est arrivée au palais, on lui a assigné des appartements. Pas ces anciens appartements impériaux. Des pièces plus petites, plus isolées, dans une aile éloignée. Une chambre, un petit salon, une fenêtre donnant sur les jardins qu'elle ne pouvait pas atteindre. Des gardes ont été postés à sa porte. Elle ne pouvait pas sortir sans permission. Elle ne pouvait recevoir aucun visiteur. Elle était prisonnière, mais avec du marbre et de la soie au lieu de chêne et de pierre. La première nuit, elle a attendu. Attendu une explication. Attendu qu'on lui dise pourquoi elle avait été ramenée. À minuit, Commode est entré dans sa chambre. Il n'a pas frappé. Il n'a pas demandé la permission. Il a simplement ouvert la porte, est entré, et a verrouillé derrière lui. Lucia s'est levée de son lit. Selon les fragments de témoignages préservés par Dion Cassius, qui avait des sources dans le palais, elle a demandé « Pourquoi suis-je ici ?» Commode Assuri. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de predateur. Parce que tu m'appartiens. Tu as toujours été à moi. Et il est temps que tu le comprennes. Lucia a compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Elle a reculé. « Je suis ta sœur. » Exactement, a répondu Commode. Ma sœur. Mon sang. Ma propriété. Ce qui s'est passé cette nuit-là, et les 39 nuits suivantes, n'a jamais été entièrement documenté dans les sources officielles. Rome ne gardait pas de registre de telles choses. Mais les historiens anciens ont préservé des fragments. Des témoignages de servantes qui entendaient. De gardes qui voyaient Commode entrer chaque nuit. De médecins du palais qui traitaient Lucia pour des blessures qu'ils ne pouvaient pas expliquer publiquement. Dion Cassius écrit avec prudence, utilisant des euphémismes, mais le sens est clair. Hérodien est plus direct, bien que bref. Les deux confirment la même chose. Commode a violé systématiquement sa sœur, nuit après nuit, pendant 40 jours consécutifs, non pas par désir, mais par domination. C'était une démonstration de pouvoir absolu. Un message à Lucia. Tu as essayé de me détruire, maintenant je te détruis de la manière la plus totale possible. La première nuit a duré 3 heures. Quand Commode est parti, Lucia est restée immobile sur le sol de marbre. Elle ne pleurait pas. Selon les servantes qui l'ont trouvée au matin, elle était simplement assise, regardant le mur, comme si son esprit avait quitté son corps. La deuxième nuit, Commode est revenu. Et la troisième. Et la quatrième. Chaque nuit, à minuit, il franchissait cette porte. Chaque nuit, les gardes se tenaient dehors et entendaient ce qui se passait à l'intérieur. Chaque matin, des servantes entraient et trouvaient Lucia dans différents états de destruction physique et psychologique. Mais voici ce que vous devez comprendre sur ces 40 nuits. Ce n'était pas seulement du viol. C'était une machine psychologique conçue pour détruire l'identité de Lucia pièce par pièce. Commode ne venait pas par passion. Il venait avec méthode. Avec calcul. Avec des objectifs spécifiques chaque nuit. Les 10 premières nuits, il parlait. Il forçait Lucia à rester assise et à l'écouter parler de son père. De Marc Aurèle. Du philosophe que tout le monde vénérait. « Tu sais ce qu'il m'a dit avant de mourir ?» demandait Commode. « Il m'a dit que j'étais faible, que je n'étais pas digne de l'Empire, que tu aurais été un meilleur empereur que moi. » Il répétait ces mots nuit après nuit. Forçait Lucia à entendre comment leur père l'avait préféré. Comment Marc Aurèle avait regretté que les lois romaines ne permettent pas à une femme de régner. « Il avait raison, » disait Commode. « Tu aurais été meilleur. » Tu es intelligente. Calculatrice. Impitoyable quand il le faut. Tout ce qu'un empereur devrait être. Puis il souriait. « Mais les dieux ont fait de toi une femme. Et ils ont fait de moi un homme. Et à Rome, cela signifie que je possède tout. Y compris toi. » C'était une torture psychologique délibérée. Il lui rappelait sa valeur, puis lui montrait son impuissance. Il lui donnait de l'espoir, puis le détruisait. Il la faisait se souvenir de ce qu'elle avait été pour mieux sentir ce qu'elle était devenue. Aux alentours de la 15e nuit, quelque chose a changé dans les yeux de Lucia. Les servantes l'ont remarqué.
Elle ne résistait plus physiquement. Elle ne criait plus. Elle ne pleurait plus. Elle était devenue passive. Dissociate. Son corps était là, mais son esprit s'était retiré dans un endroit où Commode ne pouvait pas l'atteindre. En psychologie moderne, on appellerait cela une dissociation traumatique. Le cerveau se protège en se détachant de l'expérience présente. Lucia avait trouvé un moyen de survivre en cessant d'habiter son propre corps. Mais Commode l'a remarqué. Et cela l'a mis en colère. La 20e nuit, il a amené quelque chose de nouveau. Un médaillon. L'or ancien est terni. Lucia l'a reconnu immédiatement. C'était le médaillon de Marc Aurèle. Celui qu'il portait toujours. Celui qu'il lui avait donné avant de mourir en lui disant « Continue mon œuvre ». « Regarde-le », a ordonné Commode en tenant le médaillon devant son visage. « Regarde le cadeau de notre père philosophe. L'homme qui prêchait la vertu et la dignité humaine. Il te l'a donné parce qu'il croyait que tu étais meilleur que moi. » Puis il a placé le médaillon autour du cou de Lucia. « Porte-le cette nuit. Porte le cadeau de notre père pendant que je te montre ce que le pouvoir signifie vraiment. » C'était d'une cruauté calculée. Il utilisait l'objet le plus sacré de leur passé pour contaminer les souvenirs de leur père. Pour rendre impossible pour Lucia de se réfugier dans les bons souvenirs. Maintenant, chaque fois qu'elle penserait à Marc Aurèle, elle se souviendrait de cette nuit. Les nuits 21 à 30 ont été les pires selon les sources. Commode avait compris que Lucia se dissociait. Alors il a trouvé de nouveaux moyens de la forcer à rester présente. Il amenait des miroirs. Forçait Lucia à se regarder. « Je veux que tu vois », disait-il. « Je veux que tu te souviennes de chaque instant. Que tu saches que tu ne peux pas t'échapper. » Il posait des questions auxquelles elle devait répondre. Si elle restait silencieuse, il prolongeait sa visite. Si elle se dissociait visiblement, il devenait violent. Il la forçait à rester consciente, présente, complètement consciente de ce qui lui arrivait. Vers la 30e nuit, Lucia a commencé à parler aux servantes. Bereavement. Fragments de phrases. « Combien de nuits encore » demandait-elle. « Quand cela finira-t-il » Les servantes ne savaient pas quoi répondre. Elles ne savaient pas s'il y avait une fin planifiée. Pour ce qu'elles savaient, cela pourrait continuer indéfiniment. Mais Commode avait un plan. Il avait toujours eu un plan. La 40e nuit, il est arrivé différemment. Pas à minuit. Plus tôt. Au coucher du soleil. Il portait sa tenue de gladiateur. L'armure en cuir, la cape pourpre, l'épée à son côté. Il s'est assis en face de Lucia et a parlé calmement. Presque gentiment. « Cela se termine ce soir », a-t-il dit. 40 notes. Un nombre biblique, n'est-ce pas? 40 jours des 40 nuits. Le temps de la transformation. Du déluge. De l'épreuve dans le désert. Lucia ne répondait pas. Elle ne le regardait même pas. « Je t'ai rappelé à Rome pour une raison », a continué Commode. « Pas pour te punir. La punition était Capri. Ces 40 nuits étaient pour te recréer. Pour te montrer ta vraie place. Pour que tu comprennes que tout ce que tu es, tout ce que tu as jamais été, existe uniquement parce que je le permets. » Il s'est penché en avant. « Maintenant, je vais te donner un choix. Le seul vrai choix que tu auras jamais. » Il a posé quelque chose sur la table entre eux. Une petite fiole. Du verre sombre avec un bouchon de cire. Du poison, a dit Commode simplement. Rapide. Relativement indolore. Si tu le prends maintenant, tu mourras dans l'heure. Je dirai au Sénat que tu es morte de cause naturelle. Que l'exil et l'âge ont finalement eu raison de toi. Ta filler sevrata succession. Ton nom ne sera pas sali davantage. Lucia a regardé la fiole. Puis elle a regardé son frère. Ou, a continué Commode, tu peux vivre. Rester ici. Continuer comme avant. Nuit après nuit. Jusqu'à ce que je me lasse. Ce qui pourrait prendre des années. Ou peut-être pour toujours. C'était le piège final. Le chef-d'œuvre de cruauté psychologique de Commode. Pendant 40 nuits, il avait détruit Lucia systématiquement. Avait brisé son corps, violé son esprit, contaminé ses souvenirs. Et maintenant, il lui offrait une sortie. Mais seulement si elle choisissait elle-même la mort. Seulement si elle admettait que vivre dans son monde était pire que mourir. C'était son ultime victoire. Forcer sa sœur à valider sa domination en choisissant le néant plutôt que lui. Lucia a regardé la fiole pendant un long moment. Les sources ne nous disent pas exactement ce qu'elle pensait. Dion Cassius écrit seulement qu'elle contemplait en silence. Hérodien dit qu'elle semblait être ailleurs, dans un autre temps. Peut-être pensait-elle à son père. À Marc Aurèle dans son bureau, écrivant sur la dignité stoïcienne,
sur le fait d'endurer l'intolérable avec grâce. Peut-être pensait-elle à son mari Lucius Verus, mort depuis 23 ans. Peut-être pensait-elle à sa fille, qui ne savait probablement même pas que sa mère était de retour à Rome. Ou peut-être ne pensait-elle à rien du tout. Peut-être que 40 nuits de torture systématique avaient vidé son esprit de tout sauf du désir que cela se termine. Elle a tendu la main, a pris la fiole, l'a tenue dans sa paume. « Si je la prends, a-t-elle dit doucement, les premiers mots qu'elle prononçait depuis des jours, tu diras au Sénat que je suis morte naturellement. »« Oui, a répondu Commode. Et ma fille recevra ma succession, sans représailles. Tu as ma parole. Lucilla Assuri. Un sourire étrange, vide. Ta parole. La parole d'un homme qui a violé sa propre sœur pendant 40 nuits. La parole d'un empereur qui se bat dans l'arène comme un esclave pour la gloire personnelle. La parole d'un fils qui a détruit l'héritage de son père. Commode n'a pas réagi à l'insulte. Il attendait simplement. « Mais tu vas tenir cette promesse », a continué Lucia. « Pas par honneur. Tu n'as pas d'honneur. Tu la tiendras parce que tu as besoin que je meure en validant ton pouvoir. Tu as besoin que je choisisse la mort plutôt que de vivre sous ton règne. C'est la seule chose qui te satisfera vraiment. » Elle a regardé son frère dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. Tu es pathétique. Tout ce pouvoir, tout cet empire, et tu as encore besoin de la validation de ta sœur mourante. Commode s'est levé, la main sur son épée. Pendant un instant, il semblait prêt à la tuer lui-même. Mais Lucia l'a devancé. Elle a ouvert la fiole et a bu son contenu d'un trait. Le poison a agi rapidement. En quelques minutes, elle a commencé à convulser. Commode est resté assis, la regardant mourir. Pas avec satisfaction. Pas avec regret. Juste en observant froidement. Selon Dion Cassius, les derniers mots de Lucia étaient « Je meurs comme j'ai vécu, en refusant de te donner ce que tu veux vraiment. » Elle est morte vers minuit. Le 40e et dernier jour. Commode a tenu sa promesse. Il a annoncé au Sénat que Lucia était morte de maladie après son long exil. Qu'elle s'était affaiblie à Capri et n'avait pas survécu longtemps après son retour à Rome. Sa fille a reçu la succession. Aucune représaille n'a été prise. L'histoire officielle était propre. Respectable. Personne n'a posé de questions. À Rome, on ne questionnait pas l'empereur. Mais dans le palais, tout le monde savait. Les gardes qui s'étaient tenus devant sa porte 40 nuits de suite. Les servantes qui avaient nettoyé le sang et les larmes. Les médecins qui avaient traité des blessures qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils savaient tout ce que Commode avait fait. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Commode a régné encore 9 mois après la mort de Lucia. En décembre 192, il a été assassiné. Pas par un complot élaboré. Pas par une révolution. Il a été étranglé dans son bain par son partenaire d'entraînement de lutte, un athlète nommé Narcisse, qui avait été payé par la maîtresse de Commode, Marcia, et plusieurs sénateurs. Il avait 31 ans. Il n'a régné que 12 ans, mais dans ce temps, il a détruit l'héritage de son père, humilié le Sénat, ruiné les finances de l'Empire, et transformé Rome en théâtre pour sa propre glorification. Et pendant 40 nuits, il a violé systématiquement sa propre sœur comme démonstration finale de pouvoir absolu. Voilà ce que ces 40 nuits révèlent sur le pouvoir à son niveau le plus toxique. Commode ne haïssait pas Lucia. Il avait besoin d'elle. Avait besoin de quelqu'un qui comprenait son potentiel, qui avait vu ce qu'il aurait pu être, pour être témoin de ce qu'il était devenu. Avait besoin de quelqu'un d'intelligent, de noble, de royal, pour la détruire et prouver qu'aucune qualité humaine ne pouvait résister à son pouvoir. Ce n'était pas de la passion. C'était de la domination. Ce n'était pas du désir. C'était de la destruction. Ce n'était pas de l'amour perverti. C'était de la haine calculée déguisée en intimité. Et Lucia savait tout cela. C'est pourquoi elle a choisi le poison. Pas pour échapper à la douleur physique, mais pour refuser à Commode la satisfaction de la posséder complètement. Pour garder le contrôle de sa propre fin. Pour choisir la mort avec dignité plutôt que la vie comme objet. Si cette histoire a révélé quelque chose de dérangeant sur comment le pouvoir absolu détruit l'humanité, comment les frères deviennent des monstres, comment les sœurs sont réduites à des armes dans les guerres masculines, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour exposer ce que l'histoire civilisée préfère effacer. Laissez un commentaire avec vos pensées. Le choix de Lucia était-il une victoire ou une défaite? La dignité dans la mort vaut-elle la perte de la vie? Souvenez-vous de Lucia. Impératrice, conspiratrice, survivante, victime. Souvenez-vous des 40 nuits qu'elle a endurées dans le silence. Souvenez-vous qu'elle a choisi sa propre fin plutôt que de laisser son frère choisir pour elle. Et souvenez-vous de Commode. Fils d'un philosophe. Empereur de Rome.
Gladiator. Violeur. Le monstre qui a prouvé que le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement. Il efface la frontière entre l'humain et le prédateur. Rome a survécu à Commode. Mais les victimes de son règne, y compris sa propre sœur, ne l'ont pas fait.